Pour m'empêcher de découvrir la vérité sur ce qui se passait réellement dans notre maison, ma femme a pris une décision extrême, une décision qui a failli me coûter la vie. Aujourd'hui, depuis la prison, elle dit qu'elle était confuse. Elle jurait qu'elle m'aimait. Mais quand j'ai eu besoin d'elle, elle m'a laissé là, allongé, incapable de bouger, luttant pour rester en vie. Et tout ça pour cacher un secret qu'elle savait capable de détruire notre famille. Vanessa, la mère de mes enfants, est en prison et elle y restera pour au moins 6 ans. Honnêtement, après tout ce qu'elle a fait, je trouve même que ce n'est pas assez. Au moins, elle a perdu toute garde sur les enfants, et mon seul espoir aujourd'hui est de ne plus jamais avoir à croiser son regard. J'ai été marié à Vanessa pendant plus de 10 ans. Nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille, qui ont aujourd'hui 9 et 8 ans. Ils étaient déjà à l'école primaire depuis un moment. J'ai toujours essayé d'être un bon père et un bon mari. On avait une maison correcte, sans luxe, mais confortable, dans un quartier tranquille. De l'extérieur, tout semblait normal. N'importe qui aurait dit qu'on était une famille ordinaire, peut-être même heureuse. Vanessa ne travaillait plus depuis un moment. Elle s'occupait de la maison et des enfants, pendant que je finançais tout le reste. Avec le temps, comme dans beaucoup de couples, notre relation était devenue monotone. On n'était plus père et mère que mari et femme. On n'avait presque plus de moments pour nous deux, mais pour moi, c'était normal. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle ne disait jamais rien. Elle ne lançait jamais de discussion à ce sujet, ne se plaignait pas, ne disait pas qu'elle se sentait seule ou délaissée. De mon côté, je faisais de mon mieux pour maintenir le lien. J'organisais des sorties, des petits voyages, du camping, toujours pour qu'on reste connectés. Mais elle ne prenait jamais d'initiative, ne montrait aucun intérêt, ne posait aucune question. Et pourtant, elle ne semblait pas en colère. Alors je pensais que tout était simplement paisible. Pas parfait, mais stable. Tout a changé un matin banal. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis parti tôt avec les enfants. Je les ai déposés à l'école, puis j'ai pris la route du travail. Mais à quelques rues du bureau, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma mallette. Elle contenait un projet important, et je ne pouvais pas arriver au travail sans. J'ai immédiatement fait demi-tour et j'ai appelé Vanessa en conduisant. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. Quand elle a décroché, elle semblait essoufflée, comme si elle venait de courir. Je lui ai expliqué la situation et lui ai dit que j'étais presque arrivé. Elle m'a dit qu'elle me remettrait la mallette à la porte. Je pensais seulement à ne pas arriver en retard. Quand je suis arrivé, elle est sortie en courant de la maison. Elle avait la mallette à la main, et portait seulement un peignoir. Elle me l'a tendu presque sans rien dire, m'a donné un baiser rapide sur la joue et m'a dit de filer. Sur le moment, je n'ai rien trouvé d'étrange, mais j'ai eu cette sensation bizarre toute la journée. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette scène, sans que je sache quoi exactement. L'après-midi, je me suis souvenu que ce matin-là, pendant le petit déjeuner, elle était déjà habillée. Elle ne portait pas ce peignoir. Alors pourquoi l'avait-elle mis pour me remettre la mallette? Et pourquoi était-elle si agitée au téléphone? J'en ai parlé à un ami le soir même. Je lui ai raconté le coup du peignoir, l'appel, l'agitation. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me mettre des idées en tête, mais que oui, c'était louche. Peut-être qu'elle avait juste changé de vêtements pour prendre une douche, mais peut-être pas. Ce soir-là, j'ai commencé à faire plus attention. Je l'ai vue sur son téléphone, en train de rire toute seule. Puis, elle s'est énervée et s'est éloignée dès que je me suis approché. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'ai profité d'une sortie qu'elle avait prévue avec les enfants pour installer une caméra cachée. Rien de professionnel, juste un petit appareil discret posé sur un meuble, avec une vue sur le salon et le couloir menant à la chambre. La qualité n'était pas incroyable, mais suffisante. J'ai aussi pris rendez-vous avec un avocat. Je voulais savoir comment fonctionnait un divorce en cas d'infidélité. Il m'a expliqué que sans preuve concrète, elle aurait probablement la garde des enfants. Et pire encore, en plus de payer une pension pour mes enfants, je devrais aussi lui verser une allocation. Ça m'a donné encore plus de motivation. Il me fallait des preuves, sinon j'allais tout perdre. Les jours ont passé. Chaque nuit, je regardais les enregistrements sur mon téléphone. Rien. Vanessa faisait le ménage, la cuisine, regardait la télé. Toujours seule. J'ai commencé à croire que j'étais parano. Mais un matin, tout a changé.
Je suis arrivé au travail comme d'habitude. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon téléphone et, par habitude, j'ai vérifié les enregistrements. Et ils étaient là. Sur mon canapé, dans mon salon. En train de s'embrasser, de se toucher comme s'ils étaient chez eux. Elle, avec le même peignoir. Lui, torse nu. Une fois terminé, ils se sont levés et sont allés dans ma chambre, nus. Je n'ai pas regardé plus. J'avais ce qu'il me fallait. Mais au lieu de respirer un bon coup et réfléchir, j'ai explosé. La rage m'a envahi. J'ai tout laissé, j'ai quitté le bureau et j'ai sauté dans la voiture. J'allais les confronter. À ce moment-là, je ne pensais à rien, ni aux enfants, ni aux conséquences. Juste au dégoût. Et à une colère brûlante. J'ai freiné brutalement devant la maison. Je suis entré en défonçant la porte. Une seconde plus tard, Vanessa est sortie de la chambre, refermant la porte derrière elle. Elle transpirait, son peignoir à peine attaché, les yeux écarquillés. Elle m'a regardé, paniqué, livide. « Qu'est-ce que tu fais là? Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle en essayant de paraître inquiète. Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de la fixer. J'étais en train de faire de l'exercice, dit-elle, encore essoufflée. C'est pour ça que je transpire. J'allais prendre une douche. J'ai baissé les yeux vers le sol du salon. Il y avait des vêtements éparpillés, les mêmes que j'avais vus dans la vidéo. Je n'ai pas eu le temps de ranger, dit-elle en se précipitant pour ramasser les vêtements. Je venais juste de me changer. Je n'ai toujours pas répondu. J'ai commencé à marcher vers le couloir, en direction de la chambre. Elle me suivait en parlant. « Attends, n'entre pas. C'est en désordre. Je suis en train de nettoyer. C'est le bazar ?» Mais je n'entendais déjà plus rien. Je voyais rouge. Je me fichais de savoir qui était l'autre homme. Je me fichais de tout. Une seule chose m'obsédait, Vanessa allait payer. Il allait prendre une raclée, et elle n'allait rien garder. Mais juste au moment où j'allais poser la main sur la poignée de la porte, j'ai ressenti une douleur atroce dans le dos. Comme si quelque chose m'avait brûlé de l'intérieur. Mon corps s'est projeté en avant sous l'effet du choc, et mon cœur a semblé s'arrêter. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Tout est devenu confus, flou. La douleur m'a aveuglé et, incapable de réagir, je me suis écroulé au sol. J'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé là, étendu par terre, devant la porte de la chambre. J'étais complètement désorienté. Tout me faisait mal. Mon dos brûlait comme si on m'avait écorché vif, et mon cœur battait lentement, de façon irrégulière, avec une douleur aiguë dans la poitrine qui m'empêchait presque de respirer. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Vanessa en larmes à côté de moi, penchée sur mon corps. Quand elle a vu que je reprenais connaissance, elle m'a serré très fort, en sanglotant. « J'ai cru que tu étais mort. Je ne savais pas quoi faire, j'étais paniqué. » pleurait-elle. Je ne comprenais rien. Tout mon corps me faisait souffrir et j'arrivais à peine à parler. Les mots sortaient avec difficulté, comme si ma langue ne répondait plus. Mes premiers mots ont été « Où je suis? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Vanessa continuait à pleurer. Elle m'a dit que j'avais fait un malaise. Que j'étais rentré à la maison les yeux écarquillés, livide, comme en état de choc, et que soudain j'avais vacillé avant de m'effondrer au sol. D'après elle, elle avait essayé de me réveiller, mais je ne réagissais pas. Elle m'aurait secoué, crié dessus, sans savoir quoi faire. Combien de temps s'est écoulé? Ai-je demandé d'une voix faible. Pas beaucoup, juste quelques minutes, répondit-elle en détournant les yeux. Tu as appelé une ambulance? Elle fit non de la tête, toujours en pleurs. J'étais en état de choc. Je n'arrivais pas à bouger. J'ai cru que tu allais mourir là. J'étais terrifié. Elle m'a aidé à me relever, même si je n'avais presque plus de force. Ensemble, on a réussi à atteindre le canapé, où je me suis laissé tomber. Chaque mouvement faisait pulser la douleur dans mon dos. Ma poitrine me faisait également mal. J'avais l'impression que chaque battement de mon cœur me broyait les côtes. Elle m'a recouvert d'un plaid et a dit qu'elle allait appeler un médecin. Elle m'a demandé de patienter un peu. Elle est allée à la cuisine et m'a laissé là.
Je ne sais pas si je me suis endormi ou si je me suis évanoui de nouveau pendant quelques minutes. Quand j'ai rouvert les yeux, je me sentais un peu mieux, mais toujours en douleur. Respirer profondément était difficile. J'ai essayé de bouger les bras et les jambes. J'étais faible, mais mon esprit redevenait plus clair. La première chose que j'ai remarquée, c'est que les vêtements qui étaient par terre dans le salon avaient disparu. Tout était propre. Ça m'a tout rappelé. J'ai regardé en direction de la chambre. La porte était maintenant entr'ouverte. Aucun bruit suspect. Juste le son de Vanessa s'affairant en cuisine, comme si de rien n'était. Je me suis assis avec effort, le plaid encore sur les jambes. Elle m'a vu bouger et s'est approchée. « Tu as fini par appeler le 911 ?» ai-je demandé. J'ai appelé l'hôpital. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'ambulance disponible, mais que c'était peut-être juste de la fatigue. Que le mieux serait de te reposer un peu. Je suis en train de préparer quelque chose à manger. Tu veux de la soupe? J'ai juste hoché la tête. Je n'avais pas la force de discuter. Mais pendant qu'elle retournait en cuisine, j'ai attrapé mon téléphone. Il était presque midi. J'avais plusieurs appels manqués du travail. Et c'est là que j'ai commencé à assembler les morceaux. J'étais parti du bureau vers 9h30, peut-être un peu avant. En tenant compte du trajet, j'étais sûrement arrivé à la maison vers 10h. Comment était-il possible qu'il soit déjà presque midi? Combien de temps avais-je réellement été inconscient? Et cette histoire d'ambulance indisponible? Depuis quand un hôpital ne répond pas à un malaise cardiaque? Maintenant, en voyant Vanessa si calme dans la cuisine, si sereine, si prête à me raconter une version toute préparée, je me suis levé, malgré la douleur, mais avec détermination. J'ai avancé lentement, m'appuyant contre les murs. Je l'ai vu servir quelque chose dans un bol. Où est l'autre homme? Ai-je lâché, d'un ton sec. Elle s'est figée. Elle n'a même pas tourné la tête tout de suite. Quelques secondes plus tard, elle s'est retournée, le visage fermé. Quel autre homme? De quoi tu parles? Je suis resté silencieux un instant. Puis je l'ai fixé et j'ai répondu. Je sais que tu fais venir quelqu'un dans cette maison. Je sais que tu utilises mon lit. Où est-il maintenant? À ce moment-là, son expression a complètement changé. Comme si, soudainement, tout s'était éclairé dans sa tête. Ah, je comprends maintenant. C'est pour ça que t'es arrivé comme ça, tout agité. Tu croyais que je te trompais. C'est ça qui t'a mis dans cet état. Ne fais pas l'innocente, ai-je répondu, déjà à bout de patience. Mais elle secoua la tête. Mon amour, tu dois te calmer. Il n'y a aucun autre homme. Je ne te tromperai jamais. Je ne sais pas ce que tu as vu, ou ce que tu crois avoir vu, mais ce n'est pas ce que tu penses. Tu étais perturbé. Tu t'es évanoui. C'était peut-être un épisode de stress. Mais tout va bien maintenant. Allez, assieds-toi. Sinon tu vas encore te sentir mal. Physiquement, j'allais un peu mieux. La douleur à la poitrine avait diminué, même si mon dos me brûlait encore. Je n'ai pas répondu. J'ai tourné les talons, quitté la maison, suis monté dans la voiture et je suis parti. Vanessa a couru derrière moi en criant mon nom, en me suppliant de revenir. Je l'ai ignoré. Je suis allé directement au cabinet de mon avocat. J'étais un peu étourdi, mais concentré. Quand je suis arrivé, il m'a aidé à entrer, m'a proposé de l'eau. Je lui ai raconté tout ce dont je me souvenais et je lui ai demandé de regarder avec moi les enregistrements sur mon téléphone. Quand nous avons visionné la vidéo, il n'y avait plus aucun doute. Tout y était, clair comme de l'eau de roche et douloureux à regarder. On me voit marcher vers la porte de la chambre, déterminé. Vanessa me suit de près, portant des vêtements, comme si elle ramassait des affaires par terre. Mais soudain, elle laisse tout tomber, va directement jusqu'au sac posé sur la table, et en sort une arme à impulsion, un petit tasé, à contact direct. Sa mère le lui avait offert il y a des années, pour sa sécurité, et Vanessa disait toujours qu'elle le gardait dans son sac quand elle sortait seule. Je l'avais vu plusieurs fois, moi-même. Sans dire un mot et sans la moindre hésitation, elle s'approche de moi par derrière et colle l'appareil directement dans mon dos, du côté du cœur. On voit clairement mon corps se crisper sous le choc, tenter de se retourner, mais elle appuie encore plus fort. Ça dure plusieurs secondes. Je me débats de douleur, titube, puis je m'effondre au sol, les mains sur la poitrine,
complètement inerte. Vanessa lâche l'appareil et reste figée quelques secondes à me regarder. Puis elle tourne les talons, ouvre la porte de la chambre et crie à l'intérieur. « Sors d'ici. Sors maintenant. » De là, sort un jeune homme, complètement nu. Visiblement nerveux. Il s'approche, se penche comme pour m'aider, mais Vanessa le repousse d'une main et lui hurle de partir. Le gars semble sincèrement inquiet. Il dit même quelque chose comme « T'es sûr que t'as pas besoin d'aide ?» Mais elle insiste. « Pars. Tout de suite. Je veux que personne ne te voie ici. » Finalement, il attrape ses vêtements, s'habille en vitesse et sort par la porte de derrière. Elle retourne dans la chambre, sans doute pour refaire le lit, ouvrir la fenêtre, effacer toute trace. Elle y reste plusieurs minutes, comme si personne n'était allongé, inconscient, de l'autre côté de la porte. Pendant ce temps, moi, je reste là, évanoui. Plus tard, à l'hôpital, les médecins ont trouvé des marques de brûlure dans mon dos, 2 points sombres. L'un d'eux m'a expliqué que si la décharge avait duré plus longtemps ou si l'appareil avait été en mode continu, je n'aurais probablement pas survécu. J'ai échappé de peu à la mort. Sur la vidéo, après plusieurs minutes, Vanessa sort de la chambre, s'agenouille à côté de moi et commence à me secouer. Quand elle voit que je ne réagis pas, elle se met à pleurer. Elle me supplie de ne pas mourir, de me réveiller, de ne pas lui faire ça. Elle va jusqu'à la cuisine, revient avec un verre d'eau et m'en jette un peu au visage. Puis elle s'assoit à côté de moi, genoux contre la poitrine, en pleurant silencieusement. Mais jamais, à aucun moment, elle n'a appelé une ambulance. Jamais elle n'a cherché de l'aide. Et c'est ça qui m'a brisé. Cette femme, avec qui j'ai partagé plus de 10 ans de ma vie, sachant que j'ai un pacemaker, sachant le risque que représente une décharge électrique pour moi, a préféré risquer ma vie plutôt que d'admettre qu'elle me trompait. Elle m'a attaqué. Elle m'a laissé gisant au sol. Et pendant au moins 10 minutes, elle n'a pas levé le petit doigt pour me secourir, tout ça pour protéger son mensonge. Je ne suis pas retourné à la maison ce jour-là. Je lui ai envoyé un message disant que je dormirais chez mon frère et qu'on parlerait le lendemain. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait plus rien à dire. Mon avocat a immédiatement commencé à préparer la plainte. Je suis allé à l'hôpital, où ils ont constaté officiellement les blessures, les brûlures, la décompensation cardiaque et la perte de conscience. On a tout rassemblé pour le dossier. Le lendemain, Vanessa a été arrêtée chez nous. Les chefs d'accusation, agression aggravée avec une arme non létale, négligence volontaire, non-assistance à personne en danger, et violence aggravée par la connaissance préalable de ma condition médicale. Elle a aussi été accusée de tentative de dissimulation pour avoir modifié la scène et menti sur les faits. J'ai obtenu la garde exclusive de mes enfants. Je leur ai expliqué simplement ce qui s'était passé, que leur mère avait commis une erreur très grave et que maintenant, la justice devait décider. Je n'ai pas donné de détails, mais c'était suffisant. Les jours suivants ont été durs. Ils ont pleuré. M'ont demandé si leur mère les aimait encore. M'ont demandé si j'étais mort ce jour-là. J'ai répondu calmement, du mieux que j'ai pu. Vanessa, de son côté, a tout nié. Elle a dit que c'était un accident. Que j'étais déjà mal en point en arrivant. Qu'elle avait paniqué et ne savait pas quoi faire. Qu'elle pensait que je faisais une crise. Mais quand la procureure a montré l'enregistrement, son histoire a changé. Elle a dit qu'elle était confuse. Qu'elle ne se souvenait pas d'avoir fait ça. Qu'elle pensait que le tasé ne fonctionnait même plus. Qu'elle ne savait pas que c'était dangereux pour quelqu'un comme moi. Qu'elle ne voulait pas me blesser. Que c'était la peur. Qu'elle avait paniqué. Elle a pleuré, supplié, mais personne ne l'a cru. Sur les vidéos, c'était parfaitement clair, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle agissait avec calcul, pas dans un moment de panique. Elle a tenté de rejeter la faute sur l'autre homme, mais il avait déjà témoigné. Sa version était simple. Il a dit qu'elle lui avait ordonné de partir, qu'il ne savait pas que j'avais un problème de santé, qu'il avait voulu m'aider, mais qu'elle l'en avait empêché. Il a même reconnu qu'il regrettait de s'être impliqué avec une femme mariée. Que tout cela avait été trop pour lui. Pendant le procès, mon avocat a demandé à ce qu'on examine mes dossiers médicaux. Il a été prouvé que Vanessa m'avait accompagné chez le cardiologue au moins 5 fois au cours des 2 dernières années. Qu'elle avait signé avec moi le consentement pour l'implantation du pacemaker. Elle connaissait les risques. Elle savait tout. Elle a encore tenté une dernière carte.
Elle a dit que notre mariage était froid. Que je la négligeais. Qu'elle se sentait seule, abandonnée, sans amour. Qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Le juge l'a condamnée à 6 ans de prison pour les crimes commis, en prenant en compte surtout le facteur aggravant de ma condition médicale et l'omission volontaire de porter secours. Elle a aussi perdu la garde de nos enfants. Elle n'a aucun droit de visite, ni de les appeler, ni même de leur écrire sans autorisation du tribunal. Sa mère, au début, a essayé de la défendre. Elle disait que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais après avoir vu la vidéo de ses propres yeux, elle n'a plus jamais abordé le sujet. Elle n'est plus jamais intervenue. Je n'ai rien caché. Je n'ai pas protégé Vanessa. J'ai laissé toute la famille, tous les amis, toutes les personnes qui avaient un doute, voir les faits et se faire leur propre opinion. J'ai fait ça parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que leur père a abandonné leur mère à cause d'une simple dispute. J'ai fait ça pour me protéger. Depuis qu'elle a été condamnée, Vanessa a essayé de me recontacter. Elle a envoyé des lettres depuis la prison. Des messages par des connaissances. Elle a demandé pardon. Elle a dit qu'elle regrettait. Qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait en tête. Je n'ai pas répondu. Et je ne compte pas répondre. Cette femme a préféré me laisser mourir par honte. Parce qu'elle ne voulait pas admettre son infidélité. Pour protéger un mensonge. Et ça, pour moi, c'est impardonnable. Aujourd'hui, mon objectif est de couper tout lien entre elle et mes enfants. Je ne veux pas qu'elle les embrouille. Je ne veux pas qu'elle essaie de les manipuler. Je ne veux pas qu'ils portent ce fardeau. Je veux qu'ils grandissent bien. En paix. Loin de tout ce poison. Et si ça ne tenait qu'à moi? Vanessa ne sortirait jamais de prison. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire n'est pas seulement choquante, elle est révoltante. Une relation qui aurait dû être fondée sur la confiance et la bienveillance s'est terminée par la violence, le mensonge et la trahison. Ce qui me choque le plus, c'est de voir jusqu'où certaines personnes peuvent aller pour cacher leurs fautes, quitte à mettre en danger la vie de quelqu'un qu'elles prétendaient aimer. Au final, la leçon est claire, n'ignorez jamais les signes, faites confiance à votre instinct, et n'acceptez jamais moins que le respect.